Ok, il y a eu une coupure apparemment. Donc, une paralysie faciale. Pourquoi? Parce que là, si on voit l'anatomie de la glande parotide, ça, c'est la glande parotide. Et puis, il y a le nerf facial qui vient là du trou euh, stylomastoïdien, voilà, du trou stylomastoïdien, et puis qui va pénétrer dans la glande parotide et va se diviser en plusieurs rameaux, d'accord, destinés aux muscles de la face, d'accord. Ça, c'est le pédicule temporal superficiel avec l'artère, la veine temporale superficielle et le nerf auriculo-temporal, d'accord. Donc, et on doit rechercher une paralysie faciale et la présence du pus au niveau de l'orifice de Sténon. L'orifice de Sténon, c'est l'orifice euh, euh, c'est l'orifice où le canal de drainage de la glande parotide, c'est-à-dire où se draine la salive dans la cavité buccale, et il se trouve en regard de la deuxième molaire supérieure. Donc voilà, les tumeurs parotidiennes, il y a une très grande variabilité histologique, d'accord. Il y a plusieurs types de tumeurs, les tumeurs bénignes, les tumeurs malignes. Les tumeurs bénignes, il y a les adénomes pléomorphes, c'est le type le plus fréquent. On appelle ça aussi les tumeurs mixtes. Donc c'est fréquent, c'est chez la femme surtout. Donc vous voyez la tuméfaction de la région parotidienne en préauriculaire. Donc, il y a un pourcentage de cancérisation dans 20% des cas. Donc, elle nécessite toujours une parotidectomie totale. Donc, parce que le problème, c'est toujours de ces adénomes pléomorphes, c'est les récidives et la dégénérescence. D'accord? Donc, vous voyez ici une vue chirurgicale. D'accord? Ça, c'est la glande parotide. Elle est soulevée, d'accord, vers l'avant. D'accord? Ça, c'est le nerf facial. Il sort du trou stylomastoïdien, il est là, d'accord. Ça, c'est le muscle digastrique. Ça, c'est le nerf facial. Et puis, il donne ces deux branches à l'intérieur de la glande parotide. Il donne ces deux branches. Il y a la temporofaciale et la cervicofaciale. Et puis, il va encore se ramifier pour donner les autres branches et les autres rameaux du nerf à destiner pour les muscles de la face et du cou, d'accord. Donc, pour la chirurgie parotidienne, il y a le risque pour le nerf facial, est à redouter, d'accord. Donc, les cancers de la parotide, on a 20% des tumeurs parotidiennes, c'est-à-dire, elles représentent 20%. Il y a plusieurs types, il y a les adénocarcinomes, le carcinome adénoïde kystique, le mycoépidermoïde, etc. Il y a des lymphomes, il y a plusieurs types histologiques. Donc, ils sont évoqués devant une masse qui est dure, d'accord, et avec des signes de malignité qui sont la paralysie faciale périphérique, la douleur aussi, d'accord, et l'évolution rapide, d'accord. Donc, devant ces trois ou ces quatre signes, on évoque la malignité d'une tuméfaction de la région parotidienne. Donc, les examens complémentaires les plus importants, donc c'est la TDM, surtout l'IRM, d'accord? Donc, qui va montrer euh, une tuméfaction qui est expansive avec une importante infiltration des structures adjacentes, etc. D'accord? Donc, on a aussi les parotidites infectieuses qui peuvent donner une tuméfaction de la région parotidienne. Donc, généralement, c'est les sujets très âgés, d'accord? Et le diagnostic, généralement, on trouve une tuméfaction qui est infectieuse, c'est-à-dire avec des signes inflammatoires, chaudes, douloureuses, œdémateuses, etc. Et avec la présence du pus au niveau de l'orifice de Sténon. Le traitement, bien sûr, antibiothérapie, réhydratation.
La cause, elle peut être de ces parotidites, elle peut être la présence, due à la présence euh, d'un calcul ou lithiase de la glande salivaire, donc c'est-à-dire, mais c'est moins fréquent. Les lithiases euh, de la glande parotide, d'accord, ils sont moins fréquents, ils sont beaucoup plus fréquents pour la glande sous-mandibulaire, mais pas pour la parotide, hein, d'accord, mais ça existe, d'accord. Et la parotidose, qui sont des hypertrophies bilatérales, généralement bilatérales des glandes parotides. Et il y a plusieurs causes. Il y a chez le diabétique, il y a les maladies de système comme le Gougerot ou le syndrome sec. D'accord. Il y a les hypertrophies des glandes parotides chez les patients atteints de VIH. Il y a aussi les grands mangeurs du pain aussi vont développer une tuméfaction bilatérale des glandes parotides, etc. D'accord. Il y a plusieurs diagnostics à ça. Donc, pour les tuméfactions sous-mandibulaires, donc, ce sont des tuméfactions qui surviennent sous le bord inférieur de la mandibule et la palpation, elle se fait les doigts encrochés, c'est-à-dire les doigts encrochés qu'on doit passer sous le bord inférieur de la mandibule. Là aussi, pour déterminer l'appartenance de la tuméfaction à la glande ou à la loge sous-mandibulaire, on doit réaliser le palpé bidigital, c'est-à-dire il y a une main avec une main, on palpe, les mains encrochées, on palpe dans la région sous-mandibulaire et avec un doigt ganté, on doit palper le plancher buccal. D'accord? Si on va ressentir la tuméfaction au niveau du plancher buccal, c'est-à-dire que cette tuméfaction, elle appartient à la glande ou à la loge sous-mandibulaire. La loge sous-mandibulaire, voilà, elle est là. Elle est limitée en haut, c'est le bord inférieur de la mandibule. Voilà, ça c'est le muscle masséter. D'accord? Ça c'est le muscle mylo-hyoïdien. Ça c'est le muscle digastrique avec le ventre antérieur et son ventre postérieur. Ça c'est la glande sous-mandibulaire. Ça c'est le tissu cellullo-ganglionnaire. Ça c'est l'artère et la veine faciale. Voilà. Ça c'est le 12. C'est la 12e paire crânienne. D'accord? Le grand hypoglosse. Voilà. Ça c'est l'artère et la veine linguale. Généralement, ça c'est le contenu de la loge sous-mandibulaire. Voilà, donc pour la glande sous-mandibulaire, c'est le premier diagnostic devant une tuméfaction de la région sous-mandibulaire et quand on suspecte euh, euh, l'origine est glandulaire, c'est-à-dire la glande sous-mandibulaire. Donc le premier diagnostic ou le diagnostic le plus fréquent, c'est les lithiases salivaires, les lithiases des glandes sous-mandibulaires. Donc c'est des calculs qui vont obstruer le canal de drainage de la glande sous-mandibulaire qui est le canal de Vartan, qui est le Vartan, qui est sa bouche ou qui s'ouvre au niveau du plancher buccal, au niveau des caroncules sublinguaux. Les caroncules sublinguaux, de part et d'autre du frein de la langue. Donc, au niveau du plancher buccal, de part et d'autre du frein de la langue, on va trouver l'orifice du canal du Vartan. D'accord? Donc, c'est des calculs qui viennent obstruer ce canal. Donc, l'examen qu'on réalise, de préférence une cyanographie, mais une échographie pourra mettre en évidence l'échographie, un examen simple, non invasif, et pourra mettre en évidence le calcul et la tuméfaction de la glande sous-mandibulaire. Parfois, elle se manifeste par des surinfections, c'est-à-dire une tuméfaction sous-mandibulaire avec des signes inflammatoires. Et c'est la caractéristique de ces tuméfactions, c'est que c'est des tuméfactions qui surviennent lors du repas. Lors des repas, donc lorsque le malade vous dit quand je mange, il y a une tuméfaction, puis elle va disparaître. Donc ça c'est caractéristique des lithiases des glandes sous-mandibulaires. Voilà. Des tuméfactions qui augmentent de volume, surtout lors des repas. D'accord?
Donc, il y a aussi les tumeurs malignes, ou les, bon, bénignes ou malignes, des glandes sous-mandibulaires. Beaucoup plus, il y a les tumeurs malignes, ils sont plus fréquentes que les tumeurs bénignes au niveau de la glande sous-mandibulaire, mais euh, le pourcentage des tumeurs, c'est rare au niveau de la glande sous-mandibulaire. Hein. C'est moins fréquent qu'au niveau de la glande euh, parotide. Donc, on a les adénopléomorphes, les cystes adénolymphomes, c'est des tumeurs bénignes, ça, les adénocarcinomes, le mycoépidermoïde surtout, et les métastases des épithéliomas de la cavité buccale, des métastases ganglionnaires, parce que, comme on a vu, il y a des, il y a des, il y a des ganglions lymphatiques au niveau de la loge sous-mandibulaire. On a le niveau 1, surtout c'est le niveau 1. Ça, c'est le niveau 1. Ici, c'est le 1A entre les deux ventres antérieurs du muscle digastré. Ici, c'est le 1B, d'accord? C'est dans la loge sous-mandibulaire. Okay. Donc, pour les masses cervicales jugulo-carotidiennes, donc, dans la majorité des cas des masses cervicales jugulo-carotidiennes, latérocervicales jugulo-carotidiennes, généralement, dans la majorité des cas, il s'agit des adénopathies, d'accord? Il s'agit des adénopathies. Donc, l'étiologie, c'est très varié, d'accord? Même s'il s'agit en matière d'adénopathie cervicale chronique, d'accord? Donc, en fonction de l'âge et du terrain, généralement, on va pratiquer la démarche diagnostique, on va pratiquer un examen ORL complet avec une laryngoscopie indirecte ou directe, ou une nasofibroscopie, une laryngoscopie directe, c'est la laryngoscopie directe en suspension, d'accord? La TDM et ou l'IRM cervicocéphalique, d'accord? La ponction ganglionnaire, et si ce n'est pas concluant tout ça, on aura recours à la cervicotomie exploratrice avec un examen histologique extemporané, c'est-à-dire la cervicotomie, c'est-à-dire qu'on va ouvrir chirurgicalement le cou et on va explorer la région avec et on extirpe la masse et on réalise un examen histologique extemporané. Donc, les principales étiologies, on a les adénopathies métastatiques d'un cancer des voies aérodigestives supérieures. Donc, l'examen ORL, il pourra retrouver la porte d'entrée, mais dans 10% des cas, l'adénopathie primitive, elle est en apparence primitive, c'est-à-dire sans porte d'entrée. Lorsque l'adénopathie, elle est primitive, par exemple, il y a une tuméfaction cervicale, on a fait tous les bilans, on a éliminé toutes les autres étiologies, par exemple la tuberculose, etc. Et la cytoponction, elle va te dire que c'est une adénopathie métastatique, mais tu vas pas, tu trouves pas la porte d'entrée, c'est-à-dire tu trouves un examen ORL normal, il n'y a pas de signes qui orientent, par exemple une dysphonie, une dysphagie, etc. Voilà. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On demande un PET scan, d'accord? On demande un PET scan. Si, à défaut, le PET scan n'est pas disponible ou n'est pas concluant, d'accord? On aura recours à une cervicotomie exploratrice. Généralement, on réalisera un évidement ganglionnaire radical, d'accord? Avec une biopsie caverne et une amydalectomie. Bon, l'amydalectomie, il y en a qui disent qu'on réalise une amydalectomie bilatérale et il y en a qui disent qu'on réalise une amydalectomie unilatérale, d'accord? Donc, et puis, il y a les hémopathies, bon, c'est les lymphomes, hodgkiniens, non hodgkiniens. Il y a les adénopathies infectieuses, il y a les adénites supérieures, par exemple à germe banal, c'est les adénites et les adénoflegments, mais ça évolue généralement dans un contexte aigu, d'accord? Et la porte d'entrée, généralement, elle est rhinopharyngée et ils sont plus fréquents chez l'enfant, d'accord?
les adénopathies tuberculeuses ou la tuberculose ganglionnaire, avec toujours tendance à la fistulisation, c'est des adénopathies qui ont tendance à la fistulisation, la mononucléose infectieuse, les toxoplasmoses, la maladie des greffes du chat, les sida, etc. Il y a plusieurs étiologies pour les adénopathies infectieuses. Pour les tumeurs bénignes latérocervicales, on peut avoir, en dehors des adénopathies, pour les tumeurs bénignes, il y a le kyste amygdaloïde, qu'on a dit, c'est le kyste de la deuxième fente bronchiale, c'est le kyste de la deuxième fente bronchiale. Il s'agit d'une tuméfaction molle d'apparition récente en sous-digastrique, c'est-à-dire sous le muscle digastrique. Il y a le lymphangiome kystique, surtout chez l'enfant. C'est des tumeurs expansives du système lymphatique chez l'enfant. C'est des tumeurs qui dépendent du système lymphatique, mais ce n'est pas des adénopathies, d'accord? Voilà, ça c'est un lymphangiome kystique. Et les tumeurs vasculaires, on a les chymodectomes ou les paragangliomes, c'est-à-dire les tumeurs du glomus ou du corpuscule carotidien, parfois sécrétant des catécholamines, parfois elles s'intègrent dans, dans, euh, dans les NEM, les néoplasies endocriniennes multiples. Parfois, il y a des formes familiales, il y a des formes sporadiques, d'accord? Il peut être sécrétant des catécholamines, comme il peut être non sécrétant, et se manifeste juste par une tuméfaction de la région jugulo-carotidienne haute, qui est battante, avec un souffle et un trilles vasculaire. Cette tuméfaction, généralement, elle est mobile dans le sens horizontal, mais elle n'est pas mobile dans le sens, elle est fixée ou elle est fixée dans le sens vertical. D'accord? Voilà, comme on voit dans cette image-là. Là, ce que vous voyez là, c'est la carotide externe. Ça, c'est la carotide interne. Ça, c'est la bifurcation carotidienne. Et voilà, là, ici, on voit la tumeur du corpuscule carotidien. D'accord? Là, ici, on voit bien la tumeur du corpuscule carotidien. Et là, je vous ai dit que la cytoponction, elle est contre-indiquée. D'accord? Elle est formellement contre-indiquée. D'accord? Le deuxième diagnostic, c'est le neuronome. Les neuronomes du 10, parce que il y a le paquet vasculo-nerveux, c'est-à-dire il y a la veine jugulaire interne, il y a en dehors, il y a la carotide en dedans, et il y a la deuxième paire crânienne, le 10, qui passe derrière, d'accord, avec le sympathique cervical, d'accord. Il y a le 10 et le sympathique qui passe derrière l'axe jugulo-carotidien, et ça peut donner des neuronomes ou des schwannomes, le plus important chez le schwannome du 10, d'accord. Il y a aussi cette région, il y a les lipomes, voilà. Donc, comme conclusion, l'importance du contexte, c'est-à-dire le contexte dans lequel elle apparaît cette tuméfaction, et l'examen clinique, et on tise d'une origine maligne. Il ne faut pas omettre une origine maligne de la tuméfaction. D'accord? Bon. On va faire un petit jeu de questionnaire. Bon, les réponses, elles sont déjà là. Bon, cliniquement, comment on distingue ces deux types de kystes? Un kyste distractus thyreogloss et un kyste dermoïde. Vous voyez que à peu près c'est le même aspect clinique, c'est le même siège, voilà, c'est à peu près les mêmes caractéristiques, mais comment on va faire la distinction entre les deux? Veuillez répondre, s'il vous plaît.
Très bien. Oui, c'est ça. C'est la protrusion de la langue qui va faire la différence. On aura l'ascension du kyste. Dans le kyste du tractus thyréoglosse, s'il fait sortir sa langue, on aura l'ascension du kyste. D'accord? Donc, le kyste est bien en relation avec la langue, surtout avec la base de langue, et on aura l'ascension de ce kyste. Contrairement au kyste dermoïde, à la protraction de la langue, le kyste il est toujours à sa place, on n'aura pas cette ascension, donc c'est un kyste dermoïde, d'accord? Ça c'est un cathéter, ça c'est un kyste dermoïde, voilà. Donc, une fillette de 2 ans a une masse hémorragique sur la langue, près du foramen sécum. Quelle est la mesure appropriée ou à prendre maintenant? Un bilan thyroïdien, une tomodensitométrie, une scintigraphie thyroïdienne à l'iode radioactif ou échographie, une biopsie. Allez-y. Une fillette de 2 ans a une masse hémorragique sur la langue au niveau du foramen sécum, c'est-à-dire au niveau de la base de langue. Quelle est la mesure appropriée à prendre maintenant? On fera un bilan thyroïdien, une tomodensitométrie, une scintigraphie thyroïdienne à l'iode radioactif ou échographie, une biopsie. Voilà. Je sais, oui, pourquoi? Tu as évoqué une thyroïde linguale, c'est ça? Ok, donc une masse hémorragique au niveau de la base de langue, ça peut être une thyroïde basilinguale comme ça peut être autre chose, d'accord? Le premier réflexe que je fais un TDM, d'accord? J'étudie cette masse, le contraste, son contraste, sa densité, ses rapports avec la base de langue, est-ce que ça infiltre la base de langue ou pas, etc. Et en même temps, le scanner il sera cervical aussi pour voir ou pour confirmer si j'ai un doute sur une thyroïde basilinguale, je dois confirmer euh, que la loge thyroïdienne, elle est vide. D'accord? Donc, si je trouve que la loge thyroïdienne, elle est vide, c'est probablement une thyroïde ectopique. Et dans ce cas, je pourrais demander aussi une scintigraphie thyroïdienne qui va confirmer le diagnostic. D'accord? Si je trouve que la thyroïde elle est à sa place, donc il s'agit, je vais traiter ça comme une tuméfaction au niveau de la base de langue et je dois l'explorer. Soit chirurgicalement, je fais carrément l'exérèse avec un examen anatomopathologique, ou si j'ai un doute sur la malignité de cette tuméfaction, je peux faire une biopsie dans un premier temps et puis on verra en fonction du type histologique. D'accord? Donc, mais avant, je dois confirmer que la loge thyroïdienne, elle est vide. Pour poser le diagnostic d'une thyroïde ectopique, il faut confirmer que la loge thyroïdienne, elle est vide au niveau cervical. D'accord? Il faut toujours
confirmer ça. Bon, lequel des muscles suivants dérive du deuxième arc bronchial? Bon, le stapédien, sans hésitation. Ça, vous pouvez les réviser quand vous aurez du temps. Donc, au stade embryonnaire, desquelles des deux structures dérivent des causes de ça aussi, c'est de l'embryologie. Il faut lire ça après. Donc, bon, de quoi résulte cette anomalie? Bon, ça aussi, ça c'est une fistule préhélicienne, hein, d'accord? C'est une fistule préhélicienne. Bon, ça c'est pas inclus dans le cours. Bon. Voilà, que représente cette lésion? Voilà, vous avez un TBM. Celle-là. Non, pas le cathéter, non. Bon, le cathéter, on le voit pas au niveau de la base de langue, hein. C'est généralement, c'est la région cervicale, médiane, on regarde l'ossivide. Ça, c'est la mandibule. Ça, c'est le plancher buccal. Et ça, c'est une tuméfaction hyperdense qui prend le contraste d'une façon importante. Donc, c'est une masse c'est une tuméfaction qui est très vascularisée, d'accord? Bon, c'est une thyroïde ectopique, hein? Ça, c'est une thyroïde ectopique, d'accord? C'est une thyroïde basilinguale. Oui, c'est une thyroïde ectopique, oui. Voilà, on passe. Voilà un petit cas clinique. Donc, une patiente âgée de 43 ans, sans antécédents pathologiques notables, qui consulte pour une masse cervicale de découverte il y a 5 mois, avec notion d'accroissement récent du volume de la masse, apparition de douleurs latéro-cervicales et des accès de pâleur et de malaise. L'examen clinique montre une masse cervicale latérale droite en arrière de l'angle de la mandibule, isolée, de consistance ferme, à caractère pulsatile. La palpation mixte endo-exobuccale n'objective pas de prolongement parapharyngé. Voilà les coupes TBM. À quoi vous pensez? À quoi vous pensez?
Donc, c'est une patiente, une femme qui est âgée de 43 ans, qui est jeune, d'accord, qui consulte pour une masse latéro-cervicale avec augmentation de volume, des douleurs latéro-cervicales, des palaires et de malaise. C'est une masse qui est derrière l'angle de la mandibule, elle est ferme, pulsatile, et la palpation mixte bidigitale n'objective pas un prolongement parapharyngé. C'est quoi le diagnostic le plus probable? Allez-y, ça, on voit bien que ça, c'est un scanner sans injection. Et ça, après injection, c'est une masse hyper dense qui prend le contraste d'une façon importante. Elle est située entre les deux axes. Non, pas la parotide, non. Elle est située entre les deux axes au niveau de l'axe vasculaire. Voilà. Ça, c'est la jugulaire. Ça, c'est la carotide. Voilà, donc c'est une tumeur du corpuscule carotidien, d'accord? C'est une tumeur vasculaire, c'est une tumeur du corpuscule carotidien. Elle est située au niveau de l'axe vasculaire, d'accord? C'est une tumeur qui prend le contraste et cliniquement, c'est une tumeur pulsatile avec des malaises. Des malaises et malaise et pâleur. Donc, on doit demander aussi un bilan endocrinien. On doit demander le taux de catécholamine et on doit rechercher les autres éléments d'une NEM, néoplasie endocrinienne multiple, à la recherche d'un phéochromocytome associé, etc. Et on doit aussi faire une enquête familiale à la recherche d'une forme familiale d'une néoplasie endocrinienne multiple. Voilà. Voilà, c'est une artériographie qui montre la tuméfaction au niveau du bulbe de la jugulaire. Ça, c'est la carotide interne. Ça, c'est la carotide externe. D'accord? Ça, c'est la tuméfaction. Ça, c'est sa vascularisation. C'est la vascularisation de cette tuméfaction. Un autre cas, un homme âgé de 36 ans, masse parapharyngée depuis 1 an, une cytoponction postcellulaire, elle n'était pas concluante. Voilà l'imagerie IRM et l'imagerie scanographique. À quoi vous en pensez? En premier lieu, c'est quoi le diagnostic le plus probable? Et ça, c'est la vue chirurgicale. Et ça ne dépend pas de la glande parotide. Hein. La glande parotide, elle est bonne ici. Et la tumeur, elle est parapharyngée. D'accord?
Donc 36 ans, jeune, masse parapharyngée, chronique, un an d'évolution. La cytoponction n'est pas concluante. La clinique, sûrement cliniquement, il y aura un bombement au niveau de l'oropharynx, c'est-à-dire une tuméfaction au niveau de l'oropharynx. Un bombement, c'est-à-dire que la masse, elle refoule l'oropharynx en dedans. Oui, tu peux l'évoquer, mais c'est pas ça vraiment le premier diagnostic, hein. Ça fait partie du diagnostic, les bombes, oui, mais c'est pas vraiment le diagnostic. Encore. Bon, ça c'est la voie d'abord, c'est une voie de redon, c'est une voie de redon, on appelle ça l'incision de redon. C'est une incision préauriculaire avec étendue à la région cervicale, mais c'est une voie de parotidectomie, mais l'objectif, c'est pas la parotide. L'objectif, c'est d'écarter la parotide pour arriver à l'espace parapharyngé. Bon, c'est un peu difficile. L'espace parapharyngé, c'est un schwannome du 10. Ça, c'est un schwannome du 10. D'accord? Parce que dans l'espace parapharyngé, il y a les gros vaisseaux, il y a la veine jugulaire interne et la carotide interne. Il y a le 10, le 9, le 11 et le 12 qui passent les nerfs mixtes, d'accord, qui passent dans cet espace. Il y a quelques tissus graisseux. Voilà, c'est ça généralement les différents éléments de l'espace parapharyngé, d'accord. Il y a bien sûr les muscles pharyngés et